d'envoyer ça à notre propre système nerveux. Je suis heureuse que tu sois ici. T'as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre, de se dire, d'intégrer, d'absorber dans le corps quand il y a eu de l'attachement évitant. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode qui est la deuxième partie de notre épisode sur l'attachement. Dans cet épisode, je vais revenir sur les styles d'attachement parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé dans le podcast et je pense qu'un petit rappel fait du bien. Je vais aller dans le détail ici pour que tu puisses vraiment peut-être te reconnaître dans certains traits, ça sera sûrement le cas. Peut-être que tu te reconnaîtras dans l'attachement sécure et dans ce cas-là, c'est cool aussi de constater quand ça va bien. Ce que je vais transmettre sur les styles d'attachement, c'est le travail de Diane Poole-Heller, si jamais tu veux aller plus loin sur ce sujet-là. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je continuerai à répondre aux questions qu'on avait commencées dans l'épisode précédent. Je pensais faire cet épisode en 2 parties, finalement il sera en 3 parties. Une fois que je suis lancée, j'aime bien aller au fond des choses et donc ça sera un gros morceau dans cet épisode-là sur l'attachement évitant. On parlera aussi de l'attachement sécure dans cet épisode, avant ça. Et donc l'épisode suivant, ce sera les 2 derniers styles d'attachement qu'il y a, parce qu'il y en a 4. Donc l'épisode suivant, ce sera les attachements anxieux et désorganisés. Ici, je vais faire l'avertissement que je fais à chaque fois que je parle de la relation parent-enfant. Et quand on parle d'attachement et quand on parle système nerveux, on en parle nécessairement. Si tu es parent, cet épisode peut activer des parts de toi qui se sentent coupables, peut-être de ne pas avoir assez bien fait, de ne pas avoir su avant, ou des parts en colère que ce travail soit pas plus répandu et que tu n'aies pas été mieux informé par ceux qui auraient dû le faire, qui auraient dû t'informer. Si tu n'es pas encore parent, ça peut activer des parts de toi perfectionnistes peut-être, qui veulent cocher toutes les cases dans la parentalité, ou des parts qui ont peur de ne pas y arriver. Voilà, ces épisodes de podcast, ils seront véritablement guérisseurs pour toi si tu fais de la place à toutes ces parts qui émergent quand t'écoutes, si t'amènes de la conscience sur là où ton système veut t'emmener, quand t'entends certaines choses, certaines histoires, que tu rencontres certains concepts, être vraiment à l'écoute de ça. Donc mon invitation ici, c'est fais de la place pour ça. Si tu le peux, peut-être même écris-le quelque part quand il y a des choses qui sont activées pour pouvoir l'amener en thérapie si tu es en thérapie, pour en garder des notes pour quand tu feras Arise peut-être si t'as ça dans les cartons de faire Arise un jour ou tout autre chemin de guérison sur lequel t'es en ce moment. Tu peux aussi écouter juste avec ta tête et peut-être que c'est la capacité que tu as aujourd'hui et que si ça descendait dans le corps, justement, ce sujet de l'attachement, ce serait trop aujourd'hui. Et ça, c'est super d'en avoir conscience. Dans ce cas, écoute juste avec ta tête, mais en amenant de la conscience sur le fait que c'est ça qui est disponible pour le moment et avec la confiance que plus tu travailles sur ta capacité, plus tu travailles à augmenter cette capacité de présence avec ce qui émerge en toi, plus il y a des chances pour que ça change dans le futur. Et c'est super dur à dire ça. Plus il y a des chances que ça change. Les chaussettes de l'archiduchesse. Alright, c'est parti. On va commencer avec le Graal, l'attachement sécure. L'attachement sécure, il va se développer quand il y a les éléments suivants, là que je vais évoquer. Il y a un environnement parental et un environnement de soins qui est suffisamment positif, qui est safe, okay, donc qui est source de sécurité, et ça donne cette confiance de base. On pourrait le voir comme une fondation vraiment solide, l'environnement dans lequel est l'enfant. Et cet environnement, il est fait de quoi ? Il est fait de parents qui sont présents, qui sont protecteurs, qui sont cohérents, qui sont disponibles en cas de besoin. C'est vraiment des régulateurs. En fait, c'est ces adultes régulateurs. On se souvient que l'enfant, il ne peut pas se réguler lui-même. Donc, on a ces régulateurs qui sont là, qui sont capables de calmer, d'apaiser l'enfant s'il en a besoin, ou de le stimuler quand il en a besoin aussi. La communication, du coup, elle est fluide et puis elle est prévisible aussi, surtout. Il y a vraiment, dans l'attachement sécure, ce truc de l'enfant, il sait à quoi s'attendre. La communication, elle est prévisible, elle est sensible, elle est... J'ai que le mot anglais qui me vient.
Anyway, attuned. Bon, elle est sensible, on va le dire comme ça. Ils sont à l'écoute, les parents. Et il y a de l'intérêt pour l'état d'esprit de l'enfant. Ok, dans quoi est-ce que tu es là maintenant? Et comment je peux venir te rencontrer là où tu es? Et s'il y a un désaccord, s'il y a un conflit, ça peut arriver, les parents, ils savent comment aller dans la réparation. Donc comment initier la réparation. Ça, c'est d'un côté, de leur côté, comment est-ce que je vais initier la réparation avec l'enfant, et de l'autre côté, comment est-ce que je peux recevoir les tentatives de réparation de l'enfant. Donc il y a l'espace qui est fait pour la réparation quand il y a eu ce qu'on appelle une rupture dans l'attachement. Et puis il y a tous ces éléments plus concrets du toucher. Par exemple, un toucher vraiment nourrissant, peut-être du pot à pot, la prosodie dans la voix. La prosodie dans la voix, c'est quoi? C'est le fait d'avoir différentes intonations dans la voix. Là, j'ai de la prosodie dans ma voix actuellement. Si je parlais comme ça, il n'y aurait pas de prosodie dans ma voix et ça serait vraiment difficile pour vous de m'écouter. Ok, ça c'est sans prosodie dans la voix. Donc vous voyez que ça envoie vraiment un message de danger au système nerveux, le fait de parler comme ça. Donc il y a de la prosodie dans la voix et ça, on le fait naturellement avec les bébés. Pense à comment tu parles à un bébé. On fait naturellement ça. Donc il y a du toucher, il y a de la prosodie, il y a ce que Diane Pouleller, elle appelle ce regard brillant du parent, voilà, qui dit à l'enfant, même par le regard, t'es spécial pour moi, je suis heureuse, heureux que tu sois là, etc. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et puis du coup, adulte, après les ramifications à l'âge adulte, ça donne quoi? Les adultes qui ont un attachement sécure, ils font, Diane Pouleller, elle dit, ils font preuve d'un optimisme réaliste. Donc, ils sont pragmatiques et en même temps très capables de voir le bon côté des choses. Souvent, c'est des personnes qui ont de très bonnes capacités de communication, parce que ça leur a été transmis, en fait. Cette communication fluide, prévisible, sensible, le fait d'être à l'écoute, c'est quelque chose qu'ils ont intégré, en fait. Et pas nécessairement là au niveau de la tête, mais aussi absorbé dans le corps, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. C'est ce qui est familier. Donc, une grande capacité de communication, puis d'harmonisation, de créer l'harmonie dans l'environnement où ils sont. Ils ont une grande résilience au stress, ces personnes-là, aussi en particulier dans les relations. Donc, quand il y a un conflit, ça va être des personnes qui vont être capables, encore une fois, d'initier la réparation, de recevoir les tentatives de réparation de l'autre, et qui sont grandement capables aussi de garder leur sang-froid quand les choses commencent à chauffer un petit peu. Ça peut arriver. Et le dernier point qui sera important aussi, c'est que c'est des personnes qui ont une neuroception qui est pertinente. On sait que quand il y a des régulations dans le système nerveux, notamment quand il y a de l'anxiété, ça vient de quoi? Ça vient d'une neuroception, ce qu'on appelle une neuroception erronée. Donc cette caractéristique qu'a le système nerveux de venir scanner comme ça notre environnement, il le fait de façon inconsciente, c'est ce qu'on appelle la neuroception. Ce scan permanent du système nerveux qui scanne notre environnement, qui scanne en relation aussi ce qui est en train de se passer. Et quand il y a une neuroception erronée, c'est un système qui a tendance à tout classer dans la catégorie danger. Les personnes qui ont un attachement sécure, elles ont une détection du danger qui est fonctionnelle, en fait. Elles peuvent voir quand il y a vraiment danger, et elles peuvent voir quand elles sont en sécurité. Il y a les deux qui sont disponibles. Donc il y a une neuroception qui est pertinente et qui correspond au moment présent. Et ça peut vouloir dire dans les relations, par exemple, si on parle d'attachement, pouvoir donner le bénéfice du doute à quelqu'un quand c'est nécessaire, par exemple. Pas toujours s'imaginer le pire. Et ça, on pourra y revenir. S'imaginer le pire, c'est vraiment une caractéristique de l'attachement anxieux, par exemple, qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a dans l'attachement sécure. Voilà, donc ça, c'est l'attachement sécure, c'est le Graal de l'attachement dont on bénéficie si on a eu un environnement parental qui était assez sûr, assez prévisible, assez bon, assez solide, assez sensible, assez à l'écoute. Aujourd'hui, malheureusement, on est peu à avoir cet attachement vraiment sécure. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui l'a, mais c'est un petit peu une déformation professionnelle parce que toutes les personnes qui viennent à moi, c'est pour travailler sur leur système nerveux. Donc, voilà, moi, j'ai à peu près 0% des personnes qui viennent à moi qui ont un attachement sécure. Donc, allons dans... Si j'ai pas un attachement sécure, qu'est-ce que j'ai? J'ai un attachement qui n'est pas sécure. Okay, et ça, je veux insister là-dessus. Je vais parler des styles d'attachement. Donc, je vais parler de l'attachement évitant dans cet épisode, et puis je parlerai de l'attachement anxieux et de l'attachement désorganisé, qui est un mix en fait de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant dans le prochain épisode. Mais en fait, finalement,
soit j'ai un attachement sécure, soit j'ai pas d'attachement sécure. Ok ? N'utilisons pas les styles d'attachement pour nous remettre encore dans une énième catégorie, c'est pas ça l'idée, c'est plutôt de pouvoir, et c'est pour ça que là je vais aller assez dans le détail, c'est plutôt de pouvoir dire « Ah, ouais, tiens, ça c'était lié à l'attachement, waouh !» J'avais pas réalisé que ça pouvait être lié à mon attachement primaire, à ce câblage primaire de mon système nerveux. Et pourtant, moi, il y a plein de choses quand j'ai... voilà, là, je vais aller un petit peu dans le détail de l'attachement évitant, qui est moi, ma dominante. Il y a plein de choses que j'avais pas du tout réalisées qui étaient liées à l'attachement évitant. Et pourtant, donc c'est plus ça la démarche. C'est pas de s'étiqueter pour se mettre dans une catégorie, c'est plus de pouvoir reconnaître, ah ok, et du coup, ça sera intéressant pour moi de venir travailler sur l'attachement, sur le système nerveux. Ça peut agir aussi à ces endroits-là de ma vie. Et puis, ça peut vraiment permettre de se déculpabiliser aussi, de déculpabiliser certains comportements, peut-être qu'on peut avoir certains endroits où on se sent bloqué, de dire « Ah oui, ok, ça vient de là ». Et de dire, voilà, c'est possible de changer. Parce que le message aussi avec les styles d'attachement, c'est que c'est possible pour nous tous et pour nous toutes de retrouver notre chemin vers un attachement sécure. Sinon, on ferait même pas, ça servirait à rien que je fasse cet épisode de podcast si c'était pour dire c'est comme ça et pas autrement. L'idée, c'est de pouvoir dire, ah ok, peut-être je suis à dominante, évitante là maintenant, mais je vais pouvoir retrouver mon chemin vers l'attachement sécure. Donc de façon générale, soit en attachement sécure, soit on n'a pas en attachement sécure, et donc on est tous en gros désorganisés, plus ou moins on a tous un mélange d'évitant ou d'anxieux, mais avec une grande tendance. Donc c'est parti avec l'attachement évitant. Quel type de parentalité, quel environnement parental peut contribuer à un attachement évitant ? Alors ça va être des parents plutôt distants, même pas plutôt, carrément même, des parents distants ou absents sur le plan affectif. Potentiellement même négligents, voire hostiles, voire qui vont rejeter l'enfant dans certaines instances. Dans la parentalité qui peut contribuer à un attachement évitant, il n'y a pas d'efficacité et il n'y a pas de sensibilité aux besoins de l'enfant. Okay ? C'est des parents qui sont très peu sensibles à l'expression, à la communication envers l'enfant, et souvent la communication aussi, elle n'est pas adaptée à l'âge de l'enfant. Donc il y a une déconnexion, en fait, entre les besoins de l'enfant et entre la connexion qui pourrait être donnée, mais qui du coup n'est pas là. Ça peut être des enfants qui sont souvent laissés seuls aussi. De façon générale, c'est des parents qui ne sont pas disponibles pour cette fameuse co-régulation dont a besoin un bébé, un tout petit enfant, un enfant. Donc le mot-clé dans la parentalité qui peut contribuer à l'attachement évitant, c'est vraiment l'indisponibilité. Et même si les parents sont là, ils réussissent pas à entrer en connexion avec l'enfant. Et je dis bien ils ne réussissent pas, parce qu'on va le voir, notre style d'attachement, c'est une adaptation, c'est pas un choix. Donc des parents qui sont eux-mêmes évitants, pour eux c'est dangereux la connexion. Une mère qui est en proie à une dépression postpartum vraiment profonde, elle est incapable, elle peut pas aller connecter avec son enfant. Donc c'est pas juste je veux pas connecter avec mon enfant, ou c'est pas je suis négligent parce que je veux être négligent. Souvent, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est pas ça. Okay. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant ? L'enfant, il va apprendre par nécessité à s'autoréguler. S'il n'y a pas de co-régulation, il va apprendre à s'autoréguler. Donc il va apprendre la déconnexion. Et encore une fois, cette déconnexion qu'il apprend, c'est une adaptation. C'est pas une décision. Son système nerveux, ce système nerveux de cet enfant-là, il n'a pas appris à réguler de manière interactive avec quelqu'un. Il n'a pas reçu ce contact nourrissant, il a pas reçu cette co-régulation qui lui permet de calmer son propre système nerveux. Donc par nécessité, il doit apprendre lui à s'autoréguler. L'enfant, il fait l'expérience en fait d'un monde où il est émotionnellement isolé de ses figures d'attachement. Donc par exemple, il s'attend à ce que le parent soit là. Donc le parent, il peut être là, présent dans la pièce, par exemple, mais qu'il soit pas là avec lui. Qu'il soit là autour de lui, mais jamais vraiment avec lui. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ?
ça peut donner voilà, une forme de dissociation. Alors quand je dis la dissociation, c'est pas un gros mot, hein. C'est juste se dissocier de son corps parce que ce serait trop en fait, ce serait submergent de ressentir ce besoin de connexion, puis rien ne vient. C'est comme dans Barbe Bleue, quoi, rien ne vient. Que vois-tu, rien ne vient. Ok ? Donc ce serait beaucoup trop, et donc l'enfant il apprend à se déconnecter de son corps, peut-être même un peu plus tard à se déconnecter de sa tête. Après on parlera de ce que ça engendre à l'âge adulte. Peut y avoir un grand besoin de solitude aussi, d'être vraiment seul, quitte à ce que je sois avec mon propre système. Et ben, dans l'attachement évitant, c'est comme si le système d'attachement il se retourne sur lui-même en fait, il se ferme un petit peu sur lui-même. Et ça, c'est hyper, hyper smart. La nature est tellement bien faite là-dessus. Si on y pense, l'enfant, il sait, il y a cette sagesse interne de « je peux pas correctement me développer sans co-régulation ». Et vu que ça vient pas, je vais trouver une autre façon. Et donc, ça peut donner ça des enfants qui n'ont pas de besoin, par exemple, ou qui minimisent leurs besoins ou leurs attentes, qui pensent qu'ils peuvent mieux faire par eux-mêmes. Moi, c'est intéressant, j'ai une dominante évitante dans mon système et je me souviens qu'à 7 ans, j'avais parlé hyper sérieusement au dîner à mes parents en leur disant « Moi, de toute façon, si je prends mon sac à dos et que je pars, je peux me débrouiller toute seule. » J'en étais persuadée. Et donc, bien sûr, ils ont ri et je m'en souviens encore de cet épisode-là où j'étais super vexée parce qu'ils avaient ri et que moi, j'étais persuadée que je pouvais faire mieux par moi-même, en fait. Ça peut donner beaucoup de réflexion. Un enfant très dans sa tête, mais beaucoup dans la logique, dans l'analytique, et il n'y a pas de composante sensorielle, intuitive, il n'y a pas d'accès à ça. Il y a un manque de richesse ou de profondeur aussi dans la réflexion de soi. Et encore une fois, c'est pas négatif ici ce que je dis, ça s'explique au niveau du cerveau. Je vais l'expliquer juste après. C'est des enfants, et puis même après des ados, qui peuvent décrire vraiment un grand sentiment de je me sens seule, d'isolement et d'être différent des autres, d'être un extraterrestre, d'être même peut-être pas humain ou un paria. Et c'est des personnes qui peuvent donner l'expérience d'être assez robotiques. Genre comme des robots, des machines, pas d'émotion, surtout pas d'émotion, tout le temps dans l'analyse, tout le temps dans la logique. Et on a l'impression, du coup, les personnes évitantes, qu'elles sont pas sensibles. Mais c'est pas ça du tout. Donc ces derniers points-là, ça s'explique au niveau développemental, du développement du cerveau. Ces personnes qui sont davantage dans la tête, comme ça que dans le corps, on l'expliquera. Donc les ramifications après, du coup, à l'âge adulte. On l'a dit, l'attachement évitant, en tout cas l'environnement qui contribue à un attachement évitant, ça va produire ce désert émotionnel. Il n'y a pas de connexion par le regard, il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas de connexion par le toucher, il n'y a pas ce... Diane Pouleller, elle parle vraiment de ce contact qui nourrit, quoi, presque nutritionnel. Donc il n'y a pas ça. C'est des personnes qui peuvent ne pas avoir des souvenirs très clairs de leur enfance aussi. On va le voir quand on va aller sur le cerveau. Parce que quand l'attachement, il est déficient, l'attachement et cette connexion émotionnelle, cette syntonie émotionnelle sont déficients, l'élaboration de la mémoire, elle est altérée. C'est les mêmes endroits où l'élaboration de la mémoire autobiographique, en tout cas, et du sens de soi dans le passé. Je vais revenir dessus. Les personnes qui ont une tendance plutôt évitante dans l'attachement, ça peut être des personnes qui croient énormément à l'indépendance, je peux y arriver tout seul, à l'autonomie, qui croient au travail acharné, aussi vraiment cette indépendance extrême presque qui exclut les relations, en fait, ou qui diminue grandement l'importance des relations. C'est des personnes qui vont minimiser l'importance des relations. Moi, j'ai pas besoin. J'ai besoin de personne. Et peut y avoir aussi ce sentiment vraiment de fierté du fait d'avoir besoin de personne. Moi, je connecte beaucoup à ça. C'était absolument moi, ça. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui vient avec ça, c'est que la confiance, elle est facilement trahie. Elle est facilement violée, la confiance. Il y a une tendance à s'attendre à être déçu, en fait, logiquement. À être déçu ou à être blessé par les autres. Parce que la connexion, elle est dangereuse, en fait. J'ai jamais reçu ça. C'est quoi ce truc ? C'est tellement pas familier. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui fait un truc, dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, je l'avais dit, ça confirme que les relations, c'est dangereux. Moi, je l'ai énormément vécu dans l'entrepreneuriat, ça. Ça faisait des mois que je commençais à voir que j'avais besoin de quelqu'un, dans mon activité, par exemple. Et c'est ma sœur qui devait me rejoindre, on en avait pas mal parlé et tout ça. Elle était chef de projet par ailleurs, ingénieure mais chef de projet, donc ça pouvait matcher. Et ça a été
hyper dur pour moi. Ça a pris des mois, déjà qu'elle me rejoigne, et c'était pas que parce que son travail la laissait pas partir et tout, c'était aussi moi, il y avait énormément de résistance de mon côté. Et au début, dès qu'elle faisait une erreur ou que les choses étaient pas bien faites, je sentais que là où mon cerveau, il voulait m'emmener, c'était dans le doute. Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que j'ai bien fait ? Etc. Et je connais très bien cette réponse en moi maintenant, alors je peux vite rediriger vers c'est le début, voilà, à moi de lui montrer correctement les choses. Aussi, il faut qu'on trouve notre flow, il faut qu'on retrouve notre rythme toutes les deux, etc. Mais la réponse automatique, qui serait la première réponse, c'est la première que j'ai décrite, du coup, c'est ce doute, est-ce que j'ai bien fait ? Et c'est hyper puissant, ça, dans mon système. Hyper puissant. J'ai expérimenté plein de fois un sentiment de trahison vraiment profond. Pour des choses, mais minuscules. Et parfois, c'est même venu avec énormément d'anxiété. J'ai eu besoin de pleurer pour décharger, parce que c'était vraiment intense. Et je sais même plus pourquoi. Vraiment, il y a un truc, une tâche minime, une chose qui devait être faite et qui n'était pas faite, parce qu'elle était en train de faire autre chose. Enfin, quelque chose vraiment, mais je pouvais voir cette autoroute neuroplastique, là où mon système il voulait m'emmener. Et là où mon système il veut m'emmener, c'est beaucoup plus sûr de se débrouiller par soi-même. Être en relation, il y a beaucoup plus de facteurs X et c'est beaucoup plus dangereux que si je le fais par moi-même, au moins je suis sûre. Et moi, je retrouve cette même tendance évitante dans les relations. Donc ça m'amène au point suivant. Ça peut être des personnes qui envoient des signaux à leur partenaire, en gros des signaux qui disent que j'ai pas besoin de toi. Des signaux qui disent je me sens bien aussi sans toi, j'ai pas besoin de toi, même si très souvent c'est loin d'être vrai, en fait. Mais le signal qu'on envoie, c'est ça. Et donc la conséquence, c'est quoi ? C'est que les partenaires de quelqu'un qui ont une tendance évitante dans l'attachement, ils peuvent se sentir très vite dévalorisés, diminués, ils se sentent pas vus, comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et moi, quand j'ai étudié ça sur l'attachement évitant, j'étais là, waouh. Toutes les disputes qu'on a eues avec mon mari, c'était à cause de ça. Le fait que lui se sentait pas vu, pas valorisé par moi. Et moi, j'avais aucune idée que c'était en lien avec mon style d'attachement. Je lui disais toujours, mais il faut que tu travailles avec la part de toi qui se sent pas vue, etc. Et alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile pour moi, mais c'est toujours work in progress. Parce que j'ai ce besoin que moi j'ai d'être vue, ce besoin de connexion, mais qui n'a pas été là, il écrase encore souvent l'espace qu'il devrait y avoir pour que je puisse valoriser aussi mon partenaire dans ce moment-là. Et quand j'essaye de le faire quand même, c'est-à-dire quand j'essaie de dépasser ça, ok, je vais te montrer que t'es important pour moi et tout ça, en faisant des efforts, en fait, donc juste avec ma tête, là je vais à la rencontre, puis je connecte à la puissance de l'attachement, à la puissance de ce qui s'imprime tellement tôt dans notre système. Là, dans ces moments-là, je vis ce que j'ai appris et ce que je transmets, et qui est que l'énergie de survie gagne toujours. L'énergie de survie gagne toujours. Parce que c'est une énergie de survie. Donc c'est la plus forte énergie qu'il puisse y avoir. C'est comme une force irrésistible. Et parfois, j'aimerais spontanément pouvoir l'encourager, le remercier de tout ce qu'il fait pour moi, mon mari, etc. Et j'y arrive pas. Cognitivement, là, j'aimerais tellement le faire, et j'y arrive pas. Et c'est très vulnérable ce que je partage ici, parce que ça m'envoie souvent dans un espace où il y a beaucoup de honte. Et cognitivement, je sais qu'on a besoin d'équilibre, ou qu'on a besoin d'un certain équilibre qui nous convienne à tous les deux, dans le fait de s'encourager mutuellement, de se valoriser, de reconnaître ce que l'autre fait, de reconnaître ce que chacun apporte à la relation. Mais je vois que moi, je suis pas encore là où je voudrais être. Sur être initiatrice d'encouragement, de remerciement, etc. Naturellement, lui, il m'encourage beaucoup plus que moi, je le fais pour lui. Et je me prends encore à dire des choses comme « Ah, ça, je l'ai construit toute seule », si je parle de mon activité, alors qu'il a été à mes côtés tout le long et que personne n'est self-made. C'est une légende, ça. Cognitivement, je sais que personne n'y arrive toute seule, mais j'ai encore besoin de sentir que je peux faire seule. Donc, cognitivement, je sais que c'est pas le cas, mais dans mon système, j'ai encore besoin de sentir que je peux faire seule. Parce que ça me rassure. Que si demain, il arrive quelque chose et que je me retrouve seule, donc il n'y a plus cet attachement, je peux continuer exactement de la même façon. Ce qui, encore une fois, ne serait pas possible. Mais mon système nerveux, il a besoin de croire, il a besoin de sentir ça. Et encore une fois, c'est tellement mieux qu'avant, quand je regarde. Mais c'est pas encore ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie de survie, elle gagne toujours. Dans l'attachement évitant,
la déconnexion, parce que dans ces moments-là, je me déconnecte en fait. Je vais dans ma tour d'argent où je peux tout faire toute seule. Voilà, et je sens d'ailleurs physiquement la déconnexion dans mon corps dans ces moments-là. Je ressens ça comme une armure autour de mon corps, au niveau des sensations, ça fait ça. Dans l'attachement évitant, là où je voulais en venir, c'est dans l'attachement évitant, la déconnexion, encore une fois, c'est pas un choix. C'est une adaptation. Et aujourd'hui, moi, je suis super OK avec ça. Je continue mon chemin. Je sais que je suis en train d'aller vers l'attachement sécure. Je sais que ce qui a mis des années à se faire va pas se défaire en une nuit. Et puis, dans notre relation, voilà, on en parle ensemble. Lui, il sait d'où je viens. Et lui, sa part du travail, qui est pas toujours évidente non plus, c'est de noter même les petits changements pour voir que ça bouge, pour pouvoir se nourrir de la valorisation quand elle est là. De se sentir vu et de vraiment pouvoir le sentir comme une ressource, en fait. Même si ça vient pas aussi fréquemment qu'il en aurait besoin. Et là, quand il y a ça, quand il y a énormément de conscience, quand il y a du partage, quand il y a de l'espace pour ça, c'est si guérisseur. Ce qui s'est défait en relation va se refaire en relation. Donc c'est tellement guérisseur dans ces moments-là. Voilà, j'ai raconté ma vie, encore une fois. Mais en même temps, c'est important d'avoir des exemples, d'illustrer et puis de montrer aussi que c'est un processus. C'est pas parce que je vous partage tous ces concepts sur l'attachement ici que j'ai plus du tout d'énergie de survie dans mon système à des moments ou que je suis dans un attachement super sécure à tous les endroits de ma relation. C'est pas vrai. Je sais que j'ai cette dominante évitante et je peux la voir encore à des endroits. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande conscience. Et on sait que quelque chose qui se répète en arrière-plan de notre conscience, dont on n'a pas conscience, c'est quelque chose qui se renforce, mais quelque chose qui se répète avec une grande conscience qu'on a posée dessus, c'est quelque chose qui est déjà en train de se délier, de se décharger, d'être libéré. Donc je termine sur l'attachement évitant. Il peut y avoir une tendance aussi dans les personnes qui ont un attachement évitant, c'est vraiment d'aller plus dans la tête au lieu d'aller dans les sensations dans le corps. Ça peut être même assez effrayant pour ces personnes-là d'aller dans les sensations dans le corps. Donc c'est des personnes qui vont plutôt se dissocier. Plutôt que de ressentir leurs émotions, leurs envies, leurs besoins, les sensations, là où leur système va les envoyer, ça va être plutôt je me dissocie, je me coupe de mon corps. Et je vais pouvoir analyser les choses de façon rationnelle, logique, etc. Mais surtout, par sentir. Et c'est pour ça que je disais au début, c'est des personnes qui peuvent sembler un peu comme des robots. Mais c'est pas qu'elles ressentent rien ou qu'elles veulent pas, c'est juste c'est là où leur système nerveux les emmène. Encore une fois, une adaptation, pas une décision. C'est des personnes aussi, quand il y a une rupture dans la relation, quand il y a une rupture, qui peuvent ressentir un sentiment de soulagement au début, presque même une exaltation de la séparation. Il se peut que la personne de qui elles se sont séparées, ou même leurs proches, leur manquent pas du tout. Mais avec le temps, ils commencent à ressentir le manque de l'être aimé qui est plus disponible et puis qui est parti. Et ça, c'est intéressant et je le partage ici parce que c'est ce que j'ai noté dans toutes mes ruptures amoureuses aussi. Il y avait cette exaltation de la séparation au début. C'est très intéressant quand j'ai vu ça dans les caractéristiques de l'attachement évitant. J'étais là, encore une petite case qui se coche. C'est rigolo. Donc des pistes pour l'attachement évitant, ça va être quoi ? Sur quoi est-ce qu'on veut porter notre attention ? L'idée avec l'attachement évitant, c'est vraiment de réapprendre à se réguler, mais de façon interactive. Réapprendre la co-régulation, en fait. Réapprendre la co-régulation avec l'autre. Parce qu'on se rappelle, on disait, l'enfant, il s'attend à ce que les parents ils soient autour de nous, mais pas... Enfin, autour de lui, mais pas avec lui. Donc on doit réapprendre à être avec l'autre, à sentir cette connexion, puis sentir que c'est safe, en fait, qu'il y a de la sécurité là-dedans. Par exemple, je sais pas, on est ensemble dans le salon, mettons, 2 personnes, moi et mon partenaire, on est ensemble dans le salon, en train de lire, en train d'écouter de la musique, ou même chacun fait son truc dans son coin, et on se sent bien. Dans ce moment-là, je peux m'entraîner. Moi, en tant que personne plutôt à tendance évitante, je peux m'entraîner à sentir sa présence. Sentir la présence de l'autre et voir ce que ça fait dans mon corps, cette présence régulante. Et peut-être qu'il va y avoir un peu d'activation dans le fait de me laisser ressentir la présence. Alors je peux m'orienter, je peux voir que je suis vraiment en sécurité là dans mon environnement là maintenant, je peux suivre l'impulsion. Peut-être que l'impulsion c'est de s'éloigner un petit peu, ou au contraire de se rapprocher un petit peu s'il y en a une, s'il y a une impulsion, et puis petit à petit réapprendre comme ça. Déjà juste à sentir la présence de l'autre dans son système, puis de s'entraîner à être avec. Comment c'est si j'allais vers et si j'allais dans la co-régulation ? Comment c'est dans mon corps ?
Utiliser le toucher, ça peut être intéressant pour ça. Tout ce qui est safe touch, toucher thérapeutique, thérapie crânio-sacrée où le thérapeute il soutient avec ses mains, puis il est juste avec la présence, tout ça. Pour les personnes qui ont un attachement évitant, ça peut être vraiment intéressant. Bien sûr, toujours en titrant, hein, et puis en respectant sa capacité. Et puis aussi, un dernier point, une dernière piste, c'est de réaliser le niveau de négligence qu'on a normalisé depuis l'enfance. Peut-être, sûrement. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait du deuil qui vienne avec ça, peut-être vraiment un profond chagrin, le sentiment de perte, et le sentiment de perte qui va laisser la place à ce désir sain et naturel de connexion, de créer du lien, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le seul moyen de revenir vers un attachement sécure. C'est de traverser le deuil de « j'ai pas eu ça », qui va naturellement faire de la place à ce désir qui est là parce qu'on est juste des êtres humains et qu'un système nerveux veut qu'une chose, c'est la connexion avec un autre système nerveux. Faire la place pour ce désir de connexion, et là, je vais commencer à me mettre sur le chemin de l'attachement sécure. C'est vraiment ce processus de deuil qui va permettre de faire de la place à quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'il va y avoir un peu d'activation dans le fait de me laisser ressentir la présence. Alors je peux m'orienter, je peux voir que je suis vraiment en sécurité là dans mon environnement là maintenant, je peux suivre l'impulsion. Peut-être que l'impulsion c'est de s'éloigner un petit peu, ou au contraire de se rapprocher un petit peu s'il y a une impulsion, et puis petit à petit réapprendre comme ça. Déjà juste à sentir la présence de l'autre dans son système, puis de s'entraîner à être avec comment c'est si j'allais vers et si j'allais dans la co-régulation. Comment c'est dans mon corps. Utiliser le toucher, ça peut être intéressant pour ça. Tout ce qui est safe touch, toucher thérapeutique, thérapie crânio-sacrée où le thérapeute il soutient avec ses mains, puis il est juste avec la présence, tout ça. Pour les personnes qui ont un attachement évitant, ça peut être vraiment intéressant. Bien sûr, toujours en titrant, hein, et puis en respectant sa capacité. Et puis aussi, un dernier point, une dernière piste, c'est de réaliser le niveau de négligence qu'on a normalisé depuis l'enfance. Peut-être, sûrement. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait du deuil qui vienne avec ça, peut-être vraiment un profond chagrin, le sentiment de perte, et le sentiment de perte qui va laisser la place à ce désir sain et naturel de connexion, de créer du lien, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le seul moyen de revenir vers un attachement sécure. C'est de traverser le deuil de « j'ai pas eu ça », qui va naturellement faire de la place à ce désir qui est là parce qu'on est juste des êtres humains et qu'un système nerveux veut qu'une chose, c'est la connexion avec un autre système nerveux. Faire la place pour ce désir de connexion, et là, je vais commencer à me mettre sur le chemin de l'attachement sécure. C'est vraiment ce processus de deuil qui va permettre de faire de la place à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment le cerveau qui fait ça. Et les endroits du cerveau qui sont responsables aussi des traces biologiques de la mémoire, c'est l'amygdale et c'est le cortex qu'on appelle orbitofrontal. Et ça, c'est des parties du cerveau qui signalent que les expériences, elles sont chargées de valeur, qu'elles ont une signification émotionnelle, qu'elles sont importantes et que du coup, on doit les mémoriser. Et l'hypothèse, du coup, c'est que les enfants qui ont plutôt une tendance évitante dans l'attachement, qui se sont attachés de manière évitante, ils n'ont pas eu l'implication émotionnelle nécessaire de la part des figures d'attachement pour pouvoir mobiliser ces parties du cerveau-là, donc l'amygdale et le cortex orbitofrontal, de sorte que leur cerveau, il n'étiquette pas la relation comme significative, importante, je dois mémoriser, c'est quelque chose d'important. Ces personnes, elles savent, ah oui, ça c'est arrivé, mais elles n'ont pas de conscience de, ah c'est à moi que c'est arrivé. Et elles ne le sentent pas au niveau émotionnel. Et il n'y a aucune importance accordée aux relations. Mais encore une fois, pourquoi ? Parce que ces parties-là du cerveau, elles n'ont pas été assez stimulées pour que ça ait été étiqueté, tamponné comme mémorisable, important, significatif. Et moi, je me souviens, avant d'avoir un peu plus accès à mon système nerveux, avant de commencer ce travail, c'était ça. Je disais que j'avais idéalisé mon enfance, que j'en avais fait une enfance très bucolique. En fait, il y avait un mélange de deux phénomènes. Il y avait une partie qui était carrément de l'amnésie, il y a plein de choses dont je me souvenais pas du tout. Et les images, elles ont commencé à revenir quand j'ai ouvert les voies somatiques, quand j'ai commencé à travailler dans le corps. Et une autre partie de ça, c'était ce que je viens de décrire en lien avec l'attachement évitant. Il y avait des choses que je savais, mais c'est comme si ça me touchait pas. J'en avais pas conscience, j'avais pas de conscience dans le sens où je pouvais sentir que quand je le racontais, c'était « Ah oui, c'est moi, c'est Camille qui ai vécu ça ».
Et quand ça a commencé à revenir en ligne, ah oui, tout ça, ce que je racontais comme ça de façon très détachée, en fait, c'est moi qui ai vécu ça. Quand ça a commencé à revenir en ligne, à être à nouveau accessible, ça a été un vrai gros morceau. Mais c'était comme si ça s'était reconnecté là-haut. Alors, ça s'est fait petit à petit, hein. Vraiment, ça a été petit à petit. Je pouvais de plus en plus sentir. Ah oui, ça m'est arrivé à moi. Et c'est le moment d'ailleurs où j'ai des symptômes physiques qui sont revenus de l'enfance. Des crises d'asthme, de l'eczéma, etc. Des choses que j'avais pas eues depuis des années, qui ont commencé à revenir. Parce que ce qui m'était arrivé, ça a commencé à être intégré dans le corps que ça m'était arrivé à moi. Et donc le corps, il a parlé en conséquence. Très très intéressant. Donc c'est quoi les messages qu'on veut envoyer à notre système avec l'attachement évitant ? Un message, ça pourrait être « je suis heureuse que tu sois ici ». D'envoyer ça à notre propre système nerveux. Je suis heureuse que tu sois ici. T'as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin d'entendre, de se dire, d'intégrer, d'absorber dans le corps quand il y a eu de l'attachement évitant. Comment ça serait pour toi d'avoir quelqu'un qui dit ça, si tu te reconnais là dans les traits de l'attachement évitant ? Je vais répéter ces phrases et puis je t'invite vraiment à écouter avec le corps. Je suis heureuse que tu sois ici. Tu as ta place ici. Tes besoins sont importants. Je célèbre ton existence. Et donc ça, c'est intéressant de travailler avec les mots. Un exercice intéressant aussi, c'est de travailler avec les regards. Moi, jusqu'à ce que je fasse ce travail, je ne pouvais pas soutenir le regard de quelqu'un. C'était insupportable. Or, regarder et être regardé, vraiment avec un regard empli de gentillesse. Peut-être tu peux visualiser ça quand je le dis. C'est tellement réparateur. Parce que c'est le genre de contact nourrissant qui a manqué et auquel on veut réhabituer notre système. Donc ça peut être une façon de réapprendre cette co-régulation, de réapprendre à être avec, comme je disais. Et on va titrer ça, on en prend des petits bouts, on le fait 3 secondes. Peut-être vous pouvez faire l'exercice, par exemple avec votre partenaire, dire voilà, regarde-moi avec des yeux gentils et sentir ce que ça fait dans votre corps. Okay ? On peut le faire 3 secondes, on peut le faire 5 secondes, ensuite on le fait 10 secondes. Doucement comme ça. Ok, maintenant, avant d'arriver à la fin, je vais prendre quelques questions. J'ai sélectionné les questions qui étaient le plus en lien avec l'attachement évitant et j'en garde d'autres. Je garde le reste pour la 3e partie de l'épisode sur l'attachement anxieux et désorganisé, du coup. Donc, il y avait 2 questions qui correspondent à la situation de « je suis en couple et mon partenaire ne me soutient pas ». Donc les questions c'était « mon partenaire n'est pas compréhensif, il dit toujours « c'est toi et tes problèmes, que faire ?» Une autre c'était « il est sceptique et me dit que je me crée des problèmes ». Donc ici on est face à quelqu'un qui n'a pas la capacité d'être un soutien. Après, ici pour moi c'est une question de conscience. Il y a 2 scénarios. Est-ce qu'il en a conscience et du coup vous pouvez en parler ? Peut-être ton anxiété l'active, peut-être qu'il se sent trop impuissant et il est capable de verbaliser ce qui se passe en lui et de dire ça. Et du coup, vous pouvez avancer ensemble, chacun en faisant votre travail aussi avec votre propre système. Ou il y a le 2e scénario, c'est il n'en a pas conscience, voire c'est toxique. Et là, il y a une décision à prendre. En sachant que l'anxiété, c'est une réponse sympathique. Et l'état sympathique a besoin de soutien. Donc si tu peux en trouver assez ailleurs et que pour toi, c'est OK comme ça, super. Sinon, il y a une décision à prendre. Enfin, en fait, il faut penser à mettre fin à cette relation. Parce qu'une relation, ça doit être un espace sûr, quoi qu'il arrive. Si c'est pas le cas, à un moment donné, tu pourras pas aller plus loin dans ton chemin de guérison. Si tu fais le travail en permanence pour envoyer le message à ton système nerveux qu'il est en sécurité, mais que chez toi, dans la relation, il n'y a pas de sécurité, c'est une contradiction. Et ça va bloquer le travail à un moment, nécessairement. Et il y avait un 2e thème sur gérer les crises en couple. Alors ici, il y avait 2 questions. Comment ne pas se déconnecter du couple quand on est super activé ? Et la 2e question, c'était les crises d'angoisse après une dispute avec son partenaire, comment gérer ? Ok, donc je vais prendre la première question. Comment ne pas se déconnecter du couple quand on est super activé ? Si tu as une tendance évitante dans l'attachement, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment important ça, c'est que tu as vraiment besoin d'espace pendant, après une dispute par exemple, ou juste même quand toi t'es activé.
Si tu poses la question, j'imagine que c'est parce que la tendance naturelle, ce serait de te déconnecter. Donc, dans l'attachement évitant, il faut vraiment se souvenir, puis avoir ça en tête, que c'est la connexion qui est perçue comme dangereuse. Donc, quand tu es activé, ton système, il va pas aller vers quelque chose qui est absolument pas une ressource. Au contraire, qui est encore plus activant. Et jusqu'à ce que tu aies retrouvé ton chemin vers un attachement sécure, ça sera comme ça et c'est OK, en fait. Tu peux te déconnecter en conscience. Encore une fois, un schéma qui se répète sans conscience, c'est un schéma qui se renforce. Un schéma qui se répète avec conscience, c'est un schéma qui est déjà en train de changer. Donc prends le temps. L'attachement, il est à la base de tout, de toutes nos réponses autonomes, de toutes les réponses dans lesquelles ton système va t'envoyer. Et l'invitation, c'est vraiment à respecter ça. Communique avec ton partenaire aussi. C'est mieux de prendre de l'espace et puis que tu puisses te réguler plus vite pour pouvoir revenir après, plutôt que de rester à tout prix dans une connexion qui n'est pas du tout ce dont ton système a besoin dans le moment. Je vais dans la deuxième question, les crises d'angoisse après une dispute avec son partenaire, comment gérer ? Là, ça sera les mêmes conseils que pour n'importe quelle crise d'angoisse. Après, c'est vraiment super que tu aies de la clarté sur ce qui l'a déclenché, la crise d'angoisse, parce que souvent, c'est pas le cas, donc c'est très bien. Dans la crise d'angoisse, il faut se rappeler que le cortex préfrontal, donc ce qui nous permet de penser de façon rationnelle, est complètement hors ligne. Donc tu ne peux pas raisonner. Par contre, tu peux faire d'autres choses. Tu peux parler à voix haute un petit peu pour activer le nerf vague. Tu peux mettre une musique qui va t'aider à bouger et puis à décharger. Tu peux appuyer fort tes pieds dans le sol pour décharger de l'énergie sympathique puis sentir que t'es là. Mettre ses mains dans l'eau très froide, par exemple. Même ses mains dans l'eau glacée, c'est un peu la solution ultime, mais ça marche pas mal pour se faire revenir aussi. Et vraiment d'essayer de ne pas avoir peur de la crise d'angoisse et ne pas chercher à la calmer. L'idée, c'est plutôt de surfer la vague, d'accompagner l'activation. Décharger l'énergie et puis se ramener à toi. Le sympathique, il a besoin de soutien. La crise d'angoisse, c'est le pic du sympathique. Et puis l'invitation, c'est à gagner en clarté sur ce qui est trop. Qu'est-ce qui fait que vous allez dans la dispute ? Parce qu'il y a quelque chose qui est trop à un moment pour vos deux systèmes qui fait que vous allez dans la dispute. Donc pour pouvoir peut-être anticiper puis qu'il y ait moins de disputes, ça c'est le premier point. Et puis qu'est-ce qui est trop dans la dispute pour toi et qui fait que tu vas dans la crise d'angoisse ? Ça, ce serait vraiment l'invitation et puis là où je t'inviterais à amener de la conscience. Voilà pour les questions, voilà pour cet épisode. On va s'arrêter ici pour cet épisode qui du coup ne sera pas en 2 mais en 3 parties. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler des attachements anxieux et désorganisés et répondre aux dernières questions que j'avais reçues. Merci infiniment d'être là, comme toujours, merci et à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.